Imaginez un peu la scène, on est à Rabat, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Sénégal affronte le Maroc, le pays hôte. Près de 70 000 spectateurs en fusion. L'ambiance devait être électrique. Ah, complètement. 90 minutes de combat, très tactique, une tension à couper au couteau, zéro but, et puis les arrêts de jeu. C'est ça, le moment où tout bascule. Un match de foot qui se transforme en drame. Un but sénégalais annulé à la 92e, un penalty pour le Maroc à la 98e. Et la suite, c'est du jamais vu. L'équipe sénégalaise qui quitte le terrain. Le chaos. Le chaos absolu. Et c'est justement ce chaos qui va être le point de départ de notre analyse aujourd'hui. On va se pencher sur cette victoire du Sénégal qui garde son titre dans des circonstances qui resteront dans l'histoire du foot. Et pour faire ça, on a nos sources. Finale dingue, des reportages sur le retour des joueurs dans leur club, que ce soit en Europe ou en Arabie Saoudite, et bien sûr, les images des célébrations à Dakar. L'objectif, c'est donc d'aller un peu au-delà du score. On va essayer de comprendre comment la réaction mondiale à cette victoire, des vestiaires de Première Ligue au Palais saoudien, révèle peut-être un vrai changement dans la perception du foot africain. C'est ça. On va explorer toutes ces histoires qui se sont jouées ce soir-là, sur le terrain et en dehors. Alors, commençons par le début. Cette finale, est-ce que c'était vraiment la plus folle de l'histoire ? En tout cas, si on regarde la concentration de drame en si peu de temps, elle est clairement candidate. Déjà, le contexte. Une finale contre le pays organisateur. La pression est immense. D'accord. Le match en lui-même est cadenassé, très stratégique. Et puis arrive ce fameux temps additionnel. 92e minute, Ismaïla Sarr pense marquer le but de la victoire. Le stade explose côté sénégalais, j'imagine. Oui, mais ça ne dure pas. La joie est de très, très courte durée. Le but est annulé après consultation de la VAR pour une faute. La frustration est à son maximum. Et ça, c'était juste la mise en bouche. Exactement. 6 minutes plus tard, 98e minute, le drame change de camp. L'arbitre siffle le pénalty pour le Maroc. Encore la VAR. Encore la VAR. Après un long visionnage. Pour une faute sur Brahim Diaz. Une décision que toutes nos sources qualifient de... Très litigieuse. Et c'est là que le match déraille complètement. C'est ça. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, est fou de rage. Il fait un geste qu'on ne voit quasiment jamais. Il ordonne à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Ah oui, carrément. Carrément. C'est un acte de protestation extrême. L'équipe s'exécute. Et le match est interrompu. Interrompu pendant près de 20 minutes. Dans une confusion totale. On craint l'abandon, la disqualification, tout. Et c'est là qu'une figure émerge au milieu de ce chaos. Oui, Sadio Mané. Lui, il ne suit pas ses coéquipiers. Il reste sur la pelouse, il discute avec les officiels, et c'est lui qui, après de longues minutes, va retourner au vestiaire pour convaincre son équipe de revenir jouer. On parle beaucoup de ce moment, de son leadership. Mais d'après les sources, c'est quoi sa motivation ? Un acte de fair play pur pour gagner sur le terrain, ou c'est aussi un calcul pour éviter une disqualification ? C'est une très bonne question, et je pense que la réponse est un peu un mélange des deux. D'un côté, les témoignages disent qu'il insistait pour gagner sur le terrain. Il y a cette dimension d'honneur sportif, c'est clair. D'accord. Mais de l'autre, Mané est un joueur ultra expérimenté, il sait très bien que quitter le terrain, c'est la ligne rouge. Oui, si la défaite par forfait assurée. Et des sanctions très lourdes derrière. Donc son intervention, c'est à la fois un geste qui garde la tête froide et un geste de stratège qui sauve son équipe d'une erreur, qui aurait été fatale. L'équipe revient donc. L'ambiance doit être irrespirable. Complètement. Et après cette attente qui a paru une éternité, Brahim Diaz, la star du Real Madrid, a le ballon du titre au bout du pied. Il s'avance. Et il tente une panenka. L'audace. L'audace ultime. En lisant les comptes rendus, on sent le silence qui tombe sur le stade. C'est le geste qui fait de vous un héros ou un paria. Et le gardien sénégalais, Edouard Mendy. Il ne tombe pas dans le panneau, il ne plonge pas, il reste debout et il cueille le ballon tranquillement. C'est terrible pour le tireur. Une humiliation. Et un tournant psychologique décisif. D'ailleurs, la déclaration de Mendy après, elle est parfaite. Il a voulu marquer, j'ai le mérite de l'arrêter, c'est tout. Mettons fin à cette polémique. Classe. Très classe. Du coup, la dynamique du match est complètement inversée. On entre en prolongation. Et il ne faut que 4 minutes. 4 minutes au Sénégal pour prendre l'avantage. Une passe d'Idrissa Gana Gueye et son homonyme, Pape Gueye, envoie une frappe surpuissante en pleine lucarne. 1-0. Cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la 2e fois de suite. Une fin de match complètement dingue. Oui,
Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est la suite. C'est la façon dont cette victoire a résonné bien au-delà du stade de Rabat. C'est ça qui est fascinant. On quitte le drame de la finale et on assiste à des célébrations mondiales qui en disent long. Et première escale, assez surprenante, l'Arabie Saoudite. Oui, à Al Nasr, l'accueil pour Sadio Mané est... Comment dire? C'est une vraie mise en scène. Ils ont même appelé ça The Nasr Way. On voit les images de Cristiano Ronaldo et de toute l'équipe qui l'entoure avec un gâteau personnalisé, c'est spectaculaire. Et le détail qui compte, c'est que Ronaldo n'est pas juste là pour la photo, il participe vraiment, il est au centre de la fête, il coupe le gâteau avec Mané. Qu'est-ce que ça signifie ce geste? Ben, c'est pas anodin, c'est de la réelle politique du foot. Pour un club saoudien, célébrer un champion d'Afrique avec l'une des plus grandes stars de l'histoire, c'est une opération de soft power. Ah oui, je vois. C'est un message envoyé à des dizaines de millions de fans en Afrique. La reconnaissance, elle n'est plus seulement sportive, elle devient stratégique. Et cette stratégie, on la retrouve chez le club rival, Al Hilal, avec une scène tout aussi forte. Oui, l'accueil du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, il est reçu en héros Mais par qui? par son coéquipier en club. Yacine Bounou, le gardien marocain qu'il vient de battre en finale, ils s'embrassent, tout sourire. C'est une image incroyable de fair play. C'est l'illustration parfaite de la globalisation du foot, où les liens du vestiaire, au moins pour la caméra, priment sur les rivalités nationales. Et cette tendance, on l'a vue partout en Europe, et surtout en Première Ligue. C'est vrai. Un championnat qui, historiquement, voyait la CAN comme une perturbation. Complètement. Le discours a changé. On a eu les traditionnels et d'honneur à West Ham pour Malik Diouf, à Crystal Palace pour Ismail Assar. Mais c'est une phrase de l'entraîneur d'Everton, David Moss, qui m'a marqué. Qu'est-ce qu'il a dit? En accueillant Idrissa Gana-Gueye et Iliman Ndiaye, il insiste, je cite, « La CAN doit être totalement respectée ». Et ça, c'est nouveau. Ce changement de ton s'explique par plusieurs choses. D'abord, la qualité. Les joueurs africains sont de plus en plus des joueurs clés dans ces équipes. On ne peut plus ignorer le plus grand titre qu'ils peuvent gagner. Ce serait mauvais pour le moral du groupe. Logique? Et deuxièmement, c'est une question de valorisation. Un joueur qui revient champion, c'est un asset, un actif qui prend de la valeur. Pour le club, célébrer son champion, c'est valoriser son propre capital. C'est du bon business. Et le football écrit parfois des scénarios incroyables. Ah oui, hein. À Villarreal, Pape Gaillet, le buteur de la finale, reçoit une ovation debout de tout le stade. Superbe. Et l'ironie, c'est que sur le banc de l'équipe d'en face, le Real Madrid, il y a qui? Ne me dis pas. Brahim Diaz, l'homme de la paninka manquée. C'est un de ces récits parallèles que seul le sport peut nous offrir. La gloire et la détresse qui se croisent sur la même pelouse. Et ça va jusqu'en Allemagne. Le Bayern Munich offre un gâteau de champion à Nicolas Jackson. Une tradition chez eux. Ils l'avaient déjà fait pour Bounassar en 2021. De la Bavière à l'Arabie Saoudite, la victoire à la CAN est devenue un événement que les plus grands clubs du monde ne peuvent plus ou ne veulent plus ignorer. On a donc un tableau presque parfait. Victoire héroïque, reconnaissance mondiale. Mais en creusant un peu dans les sources, on s'aperçoit que tout n'a pas été si simple. Il y a des zones d'ombre assez sérieuses. Oui, en effet. L'épisode le plus troublant, c'est ce mystérieux malaise qui a frappé 3 joueurs sénégalais juste avant et pendant la finale. C'est vrai, Pape Matar Sarr de Tottenham, Krépin Diatta et Ousseynou Niang, tous les 3 hospitalisés à Rabat après le match. Oui, et Diatta et Niang ont même dû déclarer forfait pendant l'échauffement. Les images de Diatta pliées en 2 sur la pelouse étaient assez inquiétantes. Et évidemment, dans un contexte aussi tendu, une finale contre le pays hôte, la machine à rumeurs s'est emballée. Immédiatement. Une théorie du complot a émergé, avec des accusations d'empoisonnement qui ont circulé partout sur les réseaux sociaux. Et ce qui a mis l'huile sur le feu, c'est une petite phrase d'un des joueurs. Exactement. Le défenseur Ismail Jacobs, cité par plusieurs journalistes, il a déclaré après le match « Il s'est passé beaucoup de choses avant le match, je pense que beaucoup de choses sortiront après », une déclaration très énigmatique. qui a évidemment alimenté toutes les spéculations, même si, et il faut le préciser, aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Mais le doute a été semé. Une affaire assez trouble qui contraste énormément avec la liesse populaire qui a accueilli les joueurs à leur retour au Sénégal. Ah oui, là, l'ambiance était tout autre. C'était une véritable communion nationale. D'abord, la réception au palais présidentiel, avec tous les honneurs par le président Bassirou Diomaye Faye. Et les récompenses annoncées par l'État sont à la mesure de l'exploit. On ne parle pas que d'une prime. Non, c'est bien plus que ça. Chaque joueur a reçu 75 millions de francs CFA.
hectares, ce qui est une somme énorme. Mais surtout, un terrain de 1500 mètres carrés sur la petite côte, c'est une zone littorale très prisée là-bas. Voilà, c'est un cadeau patrimonial, c'est quelque chose qui reste à vie. Ça nous dit que le football, au Sénégal, dépasse de très loin le sport. C'est un vecteur de fierté nationale, c'est politique. Et en plus de ça, il y a l'honneur suprême. L'honneur suprême, les joueurs et le staff ont été élevés au rang de commandeurs de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction du pays. Ils ne sont plus juste des sportifs, ce sont des figures de la nation. Et après les honneurs officiels, il y a eu la fête avec le peuple, la parade dans les rues de Dakar. Un événement historique, une marée humaine. Les chiffres sont vertigineux. On parle de millions de personnes dans les rues. Des millions. Oui. Le bus des joueurs a mis plus de 7 heures pour traverser la ville. Edouard Mendy, le gardien, a dit qu'il n'avait jamais ressenti une telle énergie. C'est la preuve que conserver ce titre, de cette manière, après ce drame, ça avait une saveur toute particulière pour le peuple sénégalais. Donc, si on résume, une finale qui frôle l'incident diplomatique, des célébrations mondiales dans des clubs qui, il n'y a pas si longtemps, boutaient la compétition, une ombre de complot et une consécration nationale d'une ampleur folle. Tout à fait. Ce deuxième titre, il cimente vraiment le statut du Sénégal comme une superpuissance du football africain. D'une finale chaotique à une gloire planétaire, le parcours des Lions est un récit extrêmement puissant. Et il raconte aussi l'histoire d'un tournoi qui gagne en prestige à chaque édition. C'est ça. Et c'est là qu'on arrive à la question de fond pour conclure. La manière dont les clubs les plus puissants du monde ont non seulement accepté, mais activement célébré cette victoire de la CAN, ça marque un tournant. On est loin de l'époque où le tournoi était vu comme une simple perturbation du calendrier. C'est la question essentielle qui ressort de tout ça. Est-ce que cette reconnaissance mondiale, qui est maintenant presque institutionnalisée, signifie que la Coupe d'Afrique des Nations a enfin obtenu le respect qu'elle réclamait? Se plaçant sur un pied d'égalité symbolique avec l'Euro ou la Copa América, Exactement. Et si c'est le cas, quelles sont les implications pour le futur? Si le tournoi africain devient un enjeu de soft power pour les nouvelles puissances du foot et un marché pour les ligues établies? ça pourrait donner plus de poids aux joueurs et aux fédérations africaines. C'est la question. Est-ce que ça pourrait leur donner plus de poids dans les négociations au sein des instances mondiales? Est-ce que l'équilibre des pouvoirs dans le football mondial est, peut-être, en train de changer sous nos yeux? Une victoire en football, c'est bien plus que du sport. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le triomphe du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On parle d'une victoire née d'une finale au scénario, mais complètement dingue. Et ce qui a suivi, eh bien, c'est une vague de célébrations comme on n'en avait jamais vu partout dans le monde. Mais pour vraiment comprendre la portée de cet événement, on va faire un truc un peu inhabituel. On va commencer par la fin. Pas par le match lui-même, non. Plutôt par les jours qui ont suivi, quand les joueurs sénégalais sont retournés dans leur club. C'est là que quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Cette phrase, tirée de Ghana Web, elle résume tout. Des plus grands championnats européens jusqu'au Moyen-Orient, les champions d'Afrique n'ont pas juste été accueillis comme des joueurs qui rentrent de sélection. Non, non, ils ont été reçus comme de véritables héros au sommet de leur art. Et attention, on ne parle pas de simple formalité, là. À Everton, par exemple, Idrissa Gueye a eu droit à une haie d'honneur de tous ses coéquipiers. À Al Nasser, Sadio Mané a partagé un gâteau de la victoire avec Cristiano Ronaldo lui-même. À Villarreal, c'est carrément tout le stade qui s'est levé pour applaudir Pape Gueye. Une reconnaissance vraiment globale, c'est le mot. Et voilà la question clé. Comment est-ce possible? Comment un match a pu déclencher tout ça? Pour trouver la réponse, il faut rembobiner. On retourne en arrière sur le terrain d'une finale qui est entrée dans la légende pour son côté dramatique, exceptionnel. Alors, le décor, on est à Rabat, au Maroc. L'enjeu est colossal, bien sûr, le titre de champion d'Afrique. L'atmosphère est électrique, on sent la pression monter à chaque seconde. D'un côté, on a le Sénégal, une véritable constellation de talents. Et de l'autre, le Maroc, qui joue à domicile, porté par la ferveur de tout un pays et qui attend ce trophée depuis presque un demi-siècle. Bref, une affiche de rêve qui promettait un duel au sommet. Pourtant, ce grand spectacle attendu s'est vite transformé en une bataille tactique très fermée. Au bout du temps réglementaire, après 90 minutes super intenses, le score était toujours de 0-0. Le match se jouait vraiment sur un fil. Et c'est là, dans le temps additionnel, que la rencontre a pris une tournure que personne, mais alors personne, n'aurait pu imaginer. Ce qui va suivre, ça défie toute logique, et ça a fait de cette finale un moment absolument inoubliable. On entre maintenant dans le cœur du réacteur, une séquence de 22 minutes de temps additionnel qui a transformé cette finale en un moment d'anthologie, un moment où tout aurait pu s'effondrer.
Le scénario est juste fou. Un but refusé au Sénégal et 5 minutes plus tard, un pénalty pour le Maroc. La tension est à son comble. L'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, complètement dépassé par la frustration, prend une décision radicale. Il demande à ses joueurs de quitter le terrain. Le match est suspendu pendant 15 longues minutes. C'est finalement le Sadio Mané qui va devoir jouer les diplomates, calmer tout le monde et convaincre son équipe de revenir jouer pour un dénouement encore plus dingue. Ce commentaire d'un supporter sur le site Evertonia, ça illustre parfaitement la stupéfaction générale. Voir un match interrompu de cette façon, en pleine finale de la CAN, c'était tout simplement du jamais vu. Au milieu de ce chaos total, 3 figures se sont vraiment démarquées. L'entraîneur, dont la réaction passionnée a failli tout faire capoter, le capitaine, dont le sang-froid et le leadership ont sauvé la finale, et enfin le gardien, qui a dû rester concentré pour affronter un penalty après une interruption qui a semblé durer une éternité. Après l'arrêt de cette fameuse Panenka tentée par Brahim Diaz, certains ont commencé à crier au complot. La réponse d'Edouard Mendy, elle, a été limpide, il a balayé toutes ces théories. Le point essentiel, il est là. Ce n'était pas un arrangement, c'était juste la pression, l'immense pression qui pèse sur les joueurs dans un moment pareil. Après cette interruption qui a tenu en haleine des millions de gens, le jeu a finalement repris pour les prolongations. La tension était plus palpable que jamais. Le titre de champion d'Afrique allait se jouer sur un coup de génie. Et ce coup de génie, il n'a pas tardé à arriver. Dès le début de la première prolongation, à la 94e minute de jeu précisément, c'est comme ça que le journal The Guardian a décrit le but de Pape Gueye. Une frappe soudaine, surpuissante, qui vient se loger en pleine lucarne. Un geste technique parfait, qui vient conclure de la plus belle des manières une séquence de jeu complètement folle. Et voilà, c'était fait. Après être passé par toutes les émotions possibles, le Sénégal s'imposait. Le coup de sifflet final a scellé le sort du match, déclenchant une joie immense d'un côté et bien sûr une énorme déception de l'autre. C'est la loi des grandes finales. C'est justement cette victoire, obtenue dans un contexte aussi dingue, qui explique la vague de célébration qu'on a vue après. Ce n'était pas juste la victoire d'une équipe, c'était le triomphe de la résilience, du sang-froid face à l'impossible. Ce qui est fascinant, c'est de voir la diversité et la sincérité de ces hommages. Chaque club a fêté son champion à sa façon. Un geste particulièrement fort, c'est celui de Yassine Bounou, le gardien marocain d'Al Hilal, qui a personnellement accueilli son coéquipier et adversaire de la finale, Khalidou Koulibaly. Un symbole magnifique de respect et de fair-play. En fait, il y a eu 2 niveaux de reconnaissance. En club, le respect des collègues, de l'institution, et au Sénégal, c'était la gratitude de toute une nation. Les joueurs ont été reçus comme des héros nationaux, décorés de la plus haute distinction du pays et récompensés avec des primes et des terrains. Alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien parce que pendant longtemps, la Coupe d'Afrique des Nations était parfois vue par certains grands clubs européens comme une contrainte dans le calendrier. Ces célébrations unanimes, elles prouvent un vrai changement de statut. La CAN est désormais reconnue pour ce qu'elle est, une compétition majeure, et ses vainqueurs sont traités avec les honneurs qu'ils méritent. Cette anecdote est super révélatrice. Le fait qu'une icône mondiale comme Cristiano Ronaldo ait non seulement regardé le match en entier, mais qu'il ait aussi pris le temps d'appeler personnellement Sadio Mané, ça montre le prestige et le respect que cette victoire a suscité, même au plus haut niveau du foot mondial. On va terminer avec cette réflexion. Toutes ces célébrations mondiales, elles montrent que les frontières entre le foot de club et le foot de sélection sont de plus en plus floues. On dirait que la gloire gagnée avec le maillot national rejaillit directement sur le club, ce qui crée un cercle vertueux où le succès de l'un devient la fierté de l'autre. Une dynamique vraiment passionnante du football moderne.